La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Merci à tous les auditeurs et téléspectateurs d'iRadio et d'ITV. Bienvenue dans votre émission Pencum Ndaw. Une fois n'est pas coutume, Seydina Abagay, nous allons recevoir dans ce numéro le directeur général du groupe ISM. Oui, Madame Ndiaye, comme vous l'avez si bien dit, une fois n'est pas coutume, d'habitude, les auditeurs d'iRadio 90.3 et les téléspectateurs d'ITV, Canal 15 TNT, ont l'habitude de nous entendre en Wolof, mais aujourd'hui, comme nous accueillons deux invités du groupe ISM, le DG, M. Abdou Diouf, que je salue d'ailleurs. Bonjour, M. Diouf. Bonjour. Et M. Drissa Ouedraogo, qui est le responsable du programme MBA Entrepreneuriat. Bonjour. Bonjour. Migui, comme je le disais tantôt, c'est parce qu'on a ces deux invités qu'on le fait en français pour toucher le maximum de jeunes étudiants. Tout à fait, Seydina Abagay, et nous allons parler entrepreneuriat durant donc toute l'émission. D'abord une première partie avec les deux responsables du groupe ISM, mais dans l'autre partie, nous allons également recevoir Alassane Mbaye. Alassane qui va également nous parler d'entrepreneuriat avec également Drissa Ouedraogo, qui est le responsable du programme MBA Entrepreneuriat. Et pour la première question, Monsieur Diouf Abdou, qui est le directeur général donc du groupe ISM, on constate que votre groupe s'agrandit de plus en plus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le groupe ISM? Je vous remercie. Permettez-moi tout d'abord de saluer vos auditeurs, vos téléspectateurs et j'allais dire et ceux qui vous suivent sur les réseaux. Je suis très honoré cet après-midi d'être votre invité dans cette émission fort appréciée par les jeunes, Pencum Ndaw. Préciser juste ce que je peux le faire en Wolof. Mais bon, le format retenu est de le faire en français. Tout à fait. Et rapidement, pour vous parler un peu de l'évolution du groupe, le groupe ISM, comme on le connaît, existe depuis bientôt 30 ans, 27 ans pour être précis. C'est un groupe aujourd'hui qui, comme vous le savez, également créé en 92, qui aujourd'hui est constitué d'une douzaine de campus. Et nous avons la singularité d'être répartis à travers le pays. Donc, partout où vous êtes au Sénégal, vous pouvez avoir accès à l'offre de formation de l'ISM, ce qu'on a qualifié d'assise nationale dans notre axe stratégique. Pour le groupe ISM, dire aujourd'hui que nous avons fini de former presque 20 000 diplômés qui participent vraiment à l'émergence des économies africaines. Différentes nationalités. Différentes nationalités. Nous comptons près d'une trentaine de nationalités dans notre école, aussi bien au niveau des étudiants qu'au niveau du personnel. La diversité culturelle est aussi respectée au niveau du staff d'encadrement, l'administration. Et on reçoit quotidiennement presque 10 000 apprenants tous les jours, répartis entre notre enseignement supérieur, l'ISM qu'on connaît, mais nous avons également un pôle d'excellence qui regroupe les lycées d'excellence du groupe ISM et les espaces élémentaires. Donc, en réalité, dire simplement qu'on a voulu apporter notre soutien, notre concours à l'État dans l'amélioration de la qualité de la formation ou de l'enseignement au niveau du secondaire, du moyen et du primaire. Alors, quelle est la relation qui existe entre le groupe ISM et les écoles publiques sénégalaises, par exemple? Parce que nous constatons qu'il y a les meilleurs élèves, entre guillemets, qui sortent dans ces écoles et qui se retrouvent dans votre école. Oui, en fait, nous avons une politique qu'on appelle le programme Excellence, visant à aider, à appuyer les jeunes méritants à s'inscrire dans nos établissements parce que nous savons que parfois certains peuvent être méritants sans avoir les moyens d'avoir accès à notre offre. Donc on a initié ce programme depuis quelques années pour permettre aux meilleurs élèves des lycées, parfois des espaces universitaires, de venir faire un parcours chez nous. Comme vous l'avez dit, vous avez parlé d'offres, une offre diversifiée qui vous permet d'accueillir 10 000 étudiants par jour. Et je me tourne vers M. Drissa Ouedraogo pour vous parler du master, du MBA en entrepreneuriat dont vous êtes le responsable. Pouvez-vous revenir avec nous sur le pourquoi du lancement de ce programme-là? Alors merci, je vous remercie de l'invitation.
Le MBA en entrepreneuriat a été lancé, donc on va le lancer l'année 2019-2020, tout simplement parce que ce programme rentre dans la stratégie du groupe ISM, qui est en fait apprendre à entreprendre, apprendre pour entreprendre. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas former seulement à l'emploi, il faut former à l'auto-emploi. Donc l'entrepreneuriat aujourd'hui est un sujet qui est bien effectivement débattu au niveau des agendas des chefs d'État, mais aussi dans l'éducation en général. Et donc ce programme vise effectivement à répondre aux besoins d'employabilité des jeunes sur le marché. Autrement dit, vous n'enseignez pas l'entrepreneuriat, mais vous formez des entrepreneurs. Absolument. Et c'est là toute la différence, la spécificité de ce programme-là. Voyez-vous, il y a beaucoup de structures qui disent qu'ils enseignent l'entrepreneuriat. On réunit des gens dans une salle, on leur donne des théories sur l'entrepreneuriat et puis ensuite on les laisse dans la nature. Nous avons voulu rompre avec cette pratique et dire que nous allons accompagner des entrepreneurs. Qu'entendons-nous par là? Vous êtes aspirant entrepreneur, c'est-à-dire que vous avez une idée, vous voulez développer un projet. Ou alors vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat avec 2 ou 3 ans d'expérience, mais vous cherchez toujours à consolider votre expérience. Ou bien vous êtes chef d'entreprise. Eh bien, ces 3 profils-là, nous vous disons que nous avons un programme pour vous qui va vous permettre de développer votre idée, si vous êtes en phase d'idée, de consolider votre business et d'ouvrir votre business au marché international. Et donc, nous vous outillons pendant une année aux pratiques, aux outils, aux méthodes que l'entrepreneuriat exige aujourd'hui. Et quels sont les critères à remplir pour postuler à ces MBA? Alors, c'est un MBA. Nous sommes dans l'espace CAMES, et donc licence, master et doctorat. Donc, les premiers critères sont il faut avoir au minimum une licence, n'est-ce pas, reconnue par le système éducatif des pays qui couvrent le CAMES, bien sûr. Et puis ensuite, il faut avoir un projet. Mais il faut dire que c'est un programme qui est très pratique. 80% pratique et 20% académique. Donc du coup, la pièce maîtresse qui compose le dossier de candidature, c'est le projet. L'idée de projet, ou le projet, ou l'entreprise elle-même. À partir de ce moment-là, vous avez une licence, vous intégrez le programme, et puis vous sortez avec un niveau Bac plus 4. Et puis, si par contre, ce qui est bien à préciser, c'est que notre observation du marché, vous avez des gens qui ont décroché au niveau du Bac plus 2 et qui ont aujourd'hui créé des entreprises. 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Donc nous offrons la possibilité à cette cible-là de venir suivre le programme, puisque l'objectif principal et premier, c'est vraiment le développement du projet, de venir suivre ce programme-là et de sortir avec un certificat. Il ne pourra pas sortir avec un diplôme parce qu'il n'a pas le niveau académique requis pour sortir avec le diplôme, mais quelqu'un qui a un Bac plus 2, qui a un projet viable, que nous allons étudier effectivement, peut venir participer à ce programme-là et sortir avec effectivement un certificat. Et il aura tous les avantages en termes de contenu, de coaching, d'accompagnement que quelqu'un qui viendrait avec une licence, parce que le programme est basé effectivement sur le développement du projet du candidat. Excusez-moi, avant de laisser Migui revenir avec monsieur le directeur général, juste une question. Vous avez parlé de ceux qui n'ont pas le niveau académique requis, mais par exemple, il y en a qui ont peut-être le niveau académique requis, bien sûr, qui ont un bon projet, mais qui est mal libellé. Est-ce que vous avez prévu peut-être un encadrement pour mettre à jour ce projet-là avant de commencer le programme? Oui, absolument. C'est là même l'intérêt du programme, c'est-à-dire que vous venez avec une idée qui n'est pas encore bien structurée, bien ficelée. En amont du début du programme, bien sûr, nous vous offrons cette possibilité-là de structurer le programme avec vous et puis de l'intégrer dans le programme et puis commencer ensuite la phase de développement pragmatique du projet. D'accord. Nous allons rester donc avec le MBA. Monsieur le directeur, est-ce que ce programme prend en compte les besoins des entrepreneurs? Autrement dit, est-ce qu'il apporte une réelle valeur ajoutée? Très content de répondre à cette question. D'abord, je vais essayer de casser un mythe qui est très fort dans notre société. Nous continuons à croire qu'on peut être entrepreneur, chef d'entreprise sans connaissance, sans savoir, sans études, parce qu'on a des cas de succès. Mais pour moi, les cas de succès d'entrepreneurs qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont aucun savoir, qui sous-tendent vraiment cet entrepreneuriat, sont des cas exceptionnels.
Et dans toute chose, vous avez des cas exceptionnels. Mais la règle voudrait que le savoir précède l'action. Et tant qu'on est dans la démarche inverse, il se posera toujours des questions, des problématiques de pérennité de ces entreprises que nous créons. Il est facile au Sénégal de créer une entreprise, mais combien d'entreprises restent pérennes? C'est là toute la question. Donc c'est pourquoi je reste convaincu que ce MBA apporte une valeur ajoutée réelle, parce que permettra aux participants de se doter d'outils réels qui leur permettront vraiment de pouvoir asseoir d'abord leur entreprise et de pouvoir assurer sa pérennité. Parce qu'une chose est de créer, mais une chose aussi est de garder. Nous avons également constaté ici au Sénégal, il y a pas mal d'écoles qui offrent des programmes importants, mais une fois le diplôme obtenu, ces personnes concernées ont du mal à se caser ou bien à mettre en place leur propre entreprise. Au niveau de votre groupe, l'ISM, quelles sont les garanties que vous donnez aux éditeurs et aux téléspectateurs d'e-radio et d'e-TV? J'allais dire, la meilleure des garanties, c'est la confiance en soi d'abord. Les écoles ne créent pas des emplois. Le rôle d'une école est de former. Le rôle d'une université est de former. L'emploi est généré et créé par le système économique qui est mis en place. C'est dire simplement que c'est un mauvais procès qu'on fait aux écoles de leur dire que vous former des gens qui ne trouvent pas un emploi, parce que ces écoles ne peuvent pas les générer. Mais il appartient à l'école de doter à ses étudiants d'outils qui leur permettront d'être performants une fois sortis. Ce qu'on appelle parfois, ce qu'on qualifie par être opérationnel. Et je pense que l'ISM n'a plus de raison. On n'a plus de raison, je veux dire, de douter de la capacité de l'ISM aujourd'hui à former des acteurs économiques viables, parce que nos réseaux d'alumni l'attestent fort. Nous avons énormément de diplômés qui aujourd'hui jouent des rôles importants dans l'économie du Sénégal et de l'Afrique, je l'ai dit à l'entame de mes propos. Et pour moi, c'est la meilleure garantie. C'est l'expérience aujourd'hui que nous avons vécue avec ces 18 000 diplômés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas parmi ces diplômés des gens qui n'ont pas trouvé de l'emploi. Je ne l'ai pas dit. Mais aujourd'hui, nous avons tellement compris cette problématique de l'emploi que nous poussons nos étudiants à l'entrepreneuriat, ce qu'on appelle chez nous apprendre pour entreprendre. Et l'Université de Milan, avec qui nous avons monté ce programme de MBA entrepreneuriat, est à nos côtés pour accompagner et apporter son expertise. Parce que jusque-là, on se contentait peut-être juste de former, comme l'a dit mon collègue, former, enseigner l'entrepreneuriat, mais avec la démarche nouvelle promue par cette université, en tout cas le partenariat avec cette université, il s'agira vraiment d'entreprendre et d'apprendre. Monsieur Driss Ouedraogo, au terme avec vous, monsieur le directeur général a parlé de formation, il a également dit que le rôle de l'école n'est pas de donner un emploi, mais de former. C'est un prétexte parfait pour parler du profil des formateurs qui vont intervenir dans ces MBA en entrepreneuriat. Alors effectivement, c'est un programme qui est orienté pratique, donc qui fait appel à l'expertise de ceux qui sont déjà dans le monde de l'entrepreneuriat, mais avec une certaine pédagogie. Donc il faut avoir une casquette, bien sûr, de pédagogue, maîtriser les outils, et puis ensuite pouvoir les transmettre aux entrepreneurs. Dans le cadre du partenariat avec l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan, nous recevons des personnes et des professeurs de renommée internationale dans leur domaine qui viennent avec leur expertise, couplée à l'expertise locale sénégalaise en matière d'entrepreneuriat, pour donner le meilleur de ce qu'on peut avoir sur le marché en termes d'outils d'entrepreneuriat, d'accompagnement et de coaching des entrepreneurs. Migui, autrement dit, monsieur le directeur, avant de finir avec vous, c'est possible. Plus que possible. Alors les auditeurs vous écoutent. Quel est le message que vous aimeriez lancer surtout aux étudiants qui sont actuellement en train de douter, qui viennent d'obtenir leur baccalauréat, mais malheureusement qui ne savent pas à quel sein se vouer? Je leur demande de croire à leur belle étoile. De croire à leur belle étoile. Et je vous assure, aujourd'hui, nos économies
sont demandeurs ou demanderesses de compétences. Je prends un exemple, on l'a dit récemment chez nous. Nous cherchons aujourd'hui des jeunes formés, compétents dans le domaine du digital. Et on n'en trouve pas. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'emploi. Il faut juste savoir peut-être trouver le bon créneau. Mais aujourd'hui, vous faites les métiers liés à tout ce qui est ingénierie digitale, leadership, marketing, vente, mais le pays et l'économie en demande et en redemande. Donc je demande vraiment aux étudiants bacheliers, je leur souhaite une bonne chance, qui arrivent dans l'enseignement supérieur, et leur demande de croire vraiment en eux-mêmes, qui croient que le continent est en train de se faire et se fera avec eux. Monsieur Abdou Diouf, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe ISM et que vous étiez avec nous pour exposer aux auditeurs, aux nouveaux bacheliers et aux étudiants titulaires d'une licence le nouveau programme MBA en entrepreneuriat du groupe ISM. Merci. Monsieur Drissa Ouedraogo, vous restez avec nous pour la suite de Penchoum Daouni qui revient dans quelques instants. La radio est une imagination. La vôtre. Merci de votre fidélité renouvelée au programme d'e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Dans cette deuxième et dernière partie, nous allons recevoir Alassane Mbaye. Alassane Mbaye qui est entrepreneur, coordonnateur de Give One Project à Rufisque. Bonsoir Alassane. Bonsoir Migui. Et bienvenue à e-radio. Merci beaucoup. D'accord. Alors, nous allons continuer. Nous abordons depuis ce matin l'entrepreneuriat. Et tout à l'heure, vous nous avez parlé de votre programme qui était MBA Entrepreneuriat. Et dans le développement, on parlait d'outils et bonnes pratiques pour monter son entreprise. Quels sont ces outils? Très bien. Vous êtes entrepreneur. Vous avez une idée. Elle vous a été inspirée par une pratique, par une observation de votre environnement. Vous voulez vous lancer, mais vous n'êtes pas tellement sûr comment vous y prendre. Il faut vous former. Et pour ça, nous offrons des outils. Mais un des outils, par exemple, c'est la maîtrise de soi lui-même. C'est-à-dire que l'entrepreneur doit pouvoir être quelqu'un qui a confiance en lui, qui est optimiste. Je pense que ce sont des qualités assez importantes. On appelle les soft skills des qualités personnelles, mais aussi des outils. Beaucoup d'entrepreneurs confondent très souvent au démarrage de leur projet les fonds de l'entreprise et puis leurs poches. Donc il y a une certaine culture financière qu'il faut avoir, une discipline financière qu'il faut avoir, comptable qu'il faut avoir. Il y a un état d'esprit qu'il faut avoir. Vous l'avez déjà, mais nous vous aidons à l'améliorer, à structurer avec des outils. On en développera plus tard, mais ça fait partie effectivement, le programme travaille d'abord sur la personne en tant qu'entrepreneur. Mais qu'est-ce que vous constatez avec les étudiants? Quel est le problème qu'ils ont le plus? Alors très souvent, quand vous les écoutez, ils vous disent moi j'ai une bonne idée, mais j'ai pas d'argent. Et c'est ce qui est récurrent, c'est ce qui arrive. Mais en réalité, on remarque que c'est la connaissance même de l'idée qu'ils ont. Prendre le temps de mûrir et de réfléchir sur l'idée, intégrer l'idée en soi et pouvoir la défendre cette idée-là partout où on va. C'est extrêmement important. Donc c'est pourquoi on travaille d'abord sur l'homme. Et c'est une partie importante du programme. Vous voyez, j'ai toujours une image que je prends. Pour moi, un entrepreneur, c'est un chauffeur. D'accord? Il a sa voiture qu'il conduit. Il a une destination, une vision. Il y a des obstacles sur la route. Mais il y a lui, sa capacité à conduire, ses capacités techniques à conduire, la direction, l'assistance, et il y a la voiture. Donc aujourd'hui, l'idée, ça peut être la voiture. Mais est-ce que je suis prêt, moi, à conduire cette voiture-là à bon port et à bonne destination? Et quels sont les outils dont j'ai besoin pour y arriver? Et comme je dis, le premier outil, c'est vraiment le travail sur soi-même, de pouvoir avoir confiance en soi. Et c'est ce que l'ISM, le groupe ISM fait, bien sûr. Mais plus spécifiquement dans ce programme, on vous donne des outils comme l'analyse matricielle, comme le business model canvas,
comment structurer un business model, les différents compartiments avec les différents acteurs pour pouvoir identifier la meilleure formule et le meilleur business model qui correspond à votre entreprise. D'accord. Alassane Mbaye, si on écoute M. Ouedraogo, on se rend compte qu'être entrepreneur n'est pas une chose aisée. Comment vous y êtes arrivé? Bon, pas du tout facile, hein, comme tout le monde. Déjà, on est toujours en apprentissage, hein, parce qu'à chaque fois, il y a de nouvelles choses à apprendre, dans le domaine en tout cas. Mais c'est pas du tout facile, comme M. Ouedraogo l'a si bien dit. Entreprendre au Sénégal, dans les pays africains, c'est un peu difficile, surtout au Sénégal, parce que tantôt il a parlé de culture entrepreneuriale, parce que déjà on n'a pas cette culture entrepreneuriale. En tout cas, ça commence à se développer ces dernières années-là. Mais généralement, surtout avec les étudiants, ce qu'il a dit concernant les étudiants, généralement, c'est-à-dire l'entrepreneuriat est relégué au second plan. C'est-à-dire, ce sont les étudiants qui ont échoué dans leurs études qui font recours à l'entrepreneuriat. Parfois aussi, ce n'est pas quelque chose de sérieux, mais juste ils créent des business tout simplement pour essayer de régler leurs quelques problèmes quotidiens. Mais c'est pas très sérieux, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette culture entrepreneuriale pour comprendre quels sont les enjeux de l'entrepreneuriat, mais aussi se préparer à l'avance, parce que tantôt M. Diouf l'a dit, c'est-à-dire on ne peut pas du jour au lendemain devenir entrepreneur. Parce que c'est pourquoi les startups africaines ou bien sénégalaises meurent généralement, 60% des startups meurent généralement avant l'âge de 5 ans. C'est parce que les gens ne sont pas bien préparés. Et quand ils sont préparés aussi dans les écoles, généralement aussi le problème le plus grand, c'est l'accompagnement de ces gens-là. Parce qu'il ne suffit pas de financer des personnes, les financer et leur dire allez-y, faites votre travail, tout simplement, et les laisser. Généralement, ces startups-là meurent. Il ne suffit pas aussi de les former et leur laisser aussi aller sur le terrain et continuer comme ça. Donc, il faut revoir le processus de formation des jeunes, mais aussi revoir comment créer aussi des centres d'incubation, de créer des centres d'incubation qui peuvent permettre à ces jeunes-là, à chaque moment de leur projet, de revenir encore, avoir des connaissances, mais aussi d'avoir aussi un accompagnement continu par rapport à et vous personnellement, qu'est-ce que vous avez fait, ou bien comment vous avez fait pour surmonter ces obstacles? Oui, bon, nous sommes toujours en train de surmonter des obstacles, parce que voilà, nous on surnomme même notre structure le Master Company. On dit que le Master Company c'est une aventure, parce qu'à chaque fois il y a des défis à relever, et depuis 2017 nous nous sommes réunis, donc nous sommes 7 jeunes, 5 informaticiens, un manager comme moi, manager en logistique, mais aussi diplômé supérieur d'entrepreneur manager. J'ai aussi une spécialisation en entrepreneuriat agricole. Il y a aussi une autre personne qui fait de la communication et tout ce qui est marketing aussi. Donc, nous faisons des formations, nous proposons des services, etc. Donc des services informatiques en tout cas. Mais à chaque fois, on voit que la demande, elle est là. Mais souvent, les gens n'ont pas les moyens de se payer une formation en informatique, ou bien les gens n'ont pas tendance à recourir à par exemple un technicien informatique qui peut réparer leur matériel ou choses comme ça. Donc il y a les défis. Surtout quand on y va avec fonds propres. Voilà, on y va avec fonds propres. Nous avons un investissement de plus de 10 millions, mais nous avons démarré avec fonds propres. Voilà, il n'y a pas de financement. Nous ne sommes pas restés là à demander des financements, malgré que
on aurait pu faire de très grandes choses si on avait le financement ou bien si on avait l'accompagnement. À chaque fois, il y a les projets qui sont là, mais souvent il y a le problème de financement, il y a le problème d'accès aux grands marchés, etc. Mais on essaie de s'y faire. D'accord. Alors, Drissa Ouedraogo, est-ce que le financement qu'il a évoqué tout à l'heure est indispensable? Absolument. Quand on parle d'entrepreneuriat. Bien sûr, indispensable, mais pas tant que ça. En fait, je suis sûr que si vous le demandez, il a commencé avec très peu. Donc aujourd'hui, il faut briser le tabou comme quoi j'ai pas d'argent, je ne peux pas commencer. Vous mettez les billes, vous mettez votre engagement, votre passion, et puis au fur et à mesure, les choses vont arriver. Vous savez, quand vous commencez à faire de bonnes choses, vous attirez l'attention, et c'est l'argent qui vient vers vous. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on apprenne à se dire que le financement existe. Il y a des gens qui cherchent des projets viables, bancables, pour financer. Mais les idées des entrepreneurs bien formés, sérieux, qui croient en leur projet et qui sont prêts à s'investir en temps, en argent et en énergie pour y arriver, ça court pas les rues. Et donc, effectivement, le problème de financement peut se poser, mais nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut que le projet lui-même, il faut que l'entrepreneur lui-même se batte pour avoir ce financement-là. Rien n'est facile. Rien ne se donne, tout s'arrache, comme on dit. Donc, il faut d'abord se former. Je te prends un exemple, un fonds d'investissement. Vous avez une très bonne idée. Vous lui présentez un business plan. Il sait que cette idée, par exemple, peut aller très loin. Mais c'est la voiture que vous lui avez présentée. Mais si votre permis de conduire ne correspond pas au modèle de voiture, ça pose problème. Il va vous dire donc, je rentre dans votre capital, je participe à la décision, à la stratégie, parce que je veux aller avec vous, parce que je n'ai pas forcément toujours confiance en votre capacité à gérer et à conduire la voiture. Donc c'est sur ça, je pense, qu'il faut agir et former les entrepreneurs pour qu'ils maîtrisent les outils. Et il y a des mécanismes de financement aujourd'hui qui existent. Je pense que l'État, à travers plusieurs structures, essaie d'encourager les jeunes à l'entrepreneuriat, mais la formation dans cette chaîne de valeur-là est un élément essentiel, fondamental et capital. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va beau financer quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'est pas formé, mais ce serait un investissement sans retour, effectivement. On peut parler d'un type d'entrepreneurs un peu particulier, ceux qui ne sont pas passés par l'école, qui ne sont pas passés par les grandes écoles également, mais qui ont une compétence, par exemple ceux qui font menuiserie métallique, aluminium ou en bois. On voit que leur modèle est souvent un modèle de réussite. Comment vous expliquez cela? Ben, c'est pas sorcier, c'est parce qu'ils sont sérieux. On ne peut pas réussir sans sérieux. D'accord? Et donc, ils ont des outils, mais ils pourraient mieux réussir s'ils acquièrent certains outils. Ce que nous disons, c'est que c'est renforcer les capacités et vous donner plus d'outils et plus de chances de réussir. Ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas forcément, non, mais vous réussirez mieux. Vous prenez un menuisier, vous prenez un maçon, il tient sa comptabilité, il a plusieurs ateliers de menuiserie ou de couture, et puis il fait son business de manière informelle. Il n'est pas forcément allé à l'école classique, etc., mais il a une certaine intelligence. D'accord? Dans la gestion de son business, effectivement. D'accord? Il a des outils, peut-être informels, qu'il utilise pour gérer son business. Il a son mindset, c'est-à-dire qu'il a son état d'esprit. Il a sa manière de s'organiser. Et c'est tout ça que nous contribuons à effectivement améliorer pour lui permettre d'avancer. Comprenez ce que je dis? Donc c'est extrêmement important. C'est pas de dire que non, si vous ne venez pas, vous ne réussirez pas, etc. Et tout, mais si vous venez, vous réussirez mieux parce qu'au moins on vous donnera les outils, effectivement. Et vous savez, aujourd'hui, vous êtes journaliste. Vous avez suivi une formation. Dites-moi le métier qu'on fait sans formation. Il n'y en a pas. Et donc c'est illusoire de croire qu'on peut se lever un jour et puis être entrepreneur. Le président Diouf le disait tout à l'heure, quelques exceptions d'entrepreneurs qui font la fierté du Sénégal aujourd'hui
ces gens-là sont formés, mais formés autrement. Et si vous remarquez aujourd'hui, ce sont des gens dont les fils, la plupart du temps, vont se former, bien sûr, pour pouvoir venir renforcer effectivement l'efficacité de leur entreprise. Donc pour moi, que je sois menuisier dans mon coin, que je sois coiffeur, que je sois... parce que ce sont des petits métiers, effectivement, mais qui structurés, encadrés et former les personnes qui sont propriétaires de ces business units-là peuvent effectivement contribuer à améliorer leur efficacité et puis du coup à améliorer par ricochet l'efficacité économique du pays. Alors, Alassane, on constate également que plusieurs étudiants, par exemple, avant de mettre en place leur entreprise, ils ne prennent pas en compte ou bien ils ne parlent pas des opportunités qui existent pour leur secteur. Alors, quelle est la place de cet aspect-là? Oui, c'est très important parce que on parle business là, on parle investissement. On ne peut pas vouloir s'investir dans un marché et ne pas avoir fait une étude préalable, parce que là on est en train de perdre notre temps, on est en train de perdre de l'argent aussi, parce que souvent il y a des études préalables à faire, que ce soit l'étudiant ou une autre personne. Moi j'en ai eu l'expérience parce que je travaille souvent avec les jeunes et les femmes. Il y a certains qui veulent s'investir dans un domaine, généralement, dans la banlieue en tout cas, généralement les gens ils parlent d'aviculture, ils parlent de nettoiement, etc. Mais ce qu'il faut faire d'abord, en tout cas ce que je leur conseille avant tout, c'est-à-dire d'essayer de s'enquérir un peu de la situation du marché, parce que souvent tu as un service ou un produit à proposer. Et ce service-là ou ce produit-là que tu dois proposer ou bien que tu vas proposer, là, il faut que tu proposes ça à quelqu'un qui en a besoin aussi. Si on ne fait pas l'étude du marché, on propose quelque chose alors qu'on n'a même pas le marché qui va acheter ça ou bien le marché qui va venir vers toi. Alors ça c'est... Nous constatons également qu'ici au Sénégal, par exemple, quand Seydina Abba Gueye réussit dans le milieu de l'aviculture, le voisin également essaie de copier Seydina Abba. Surtout. Il vous arrive de rencontrer ces genres de situations sur le terrain? Souvent, parce que je rencontre ça souvent avec les groupements de femmes avec lesquels je travaille, parce que j'ai travaillé avec pas mal de groupements. Actuellement, j'en suis à plus de 70 groupements avec un réseau à Rufisque. Là, surtout les groupements de femmes, tout le monde fait transformation des céréales. Tout le monde fait transformation des céréales. Alors, le seul problème, c'est que ces groupements-là ont un même marché, généralement. Et elles travaillent, elles n'investissent que sur la production. Mais elles ne travaillent pas sur la commercialisation, les stratégies commerciales, les stratégies pour manager leur structure, etc. etc. Comme M. Ouedraogo l'a dit tantôt, donc ces groupements ou bien ces entrepreneurs-là, en tout cas, ont plus besoin d'un renforcement de capacité dans les techniques managériales, les techniques entrepreneuriales, les techniques de commercialisation, etc. Et c'est ça qui manque un peu, quoi. Monsieur Ouedraogo, on en parle, la diversification des cibles, il vient de le dire, comme Migui qui a posé la question. Beaucoup de gens préfèrent le copier-coller à l'initiative. La diversification des cibles, elle apparaît comme une nécessité dans l'entrepreneuriat. Oui, absolument. Tout le monde veut réussir. Donc, si Alassane fait quelque chose qui lui réussit bien, moi, je vais faire la même chose. Mais j'ai peut-être pas l'histoire d'Alassane. Je ne sais pas comment il a commencé. Parce que ce que je vois qu'Alassane réussit, il y a une histoire derrière. Il y a un vécu derrière. Que moi, forcément, je n'ai pas le même vécu. Donc, en entrepreneuriat, il faut croire en soi. Si on croit en soi, on croit en ses idées, on ne copie pas l'idée de l'autre. C'est pas méchant d'aller s'inspirer de ce que les autres font, naturellement, et de venir pouvoir essayer de faire mieux. Donc, la diversification des cibles, effectivement,
c'est une bonne chose. Si tout le monde fait la même chose, si tout le monde est médecin, si tout le monde est docteur, si tout le monde est agroalimentaire, etc., on n'a pas besoin que de ça pour vivre, effectivement. Donc il faut diversifier parce que l'économie, elle est diverse et on a besoin de tous les aspects, effectivement, de cette économie-là pour vivre. Donc effectivement, il faut diversifier. Pour diversifier, donc, il faut observer son environnement. À l'école également, vous avez des étudiants sénégalais, des étudiants qui viennent également dans d'autres pays. Est-ce que c'est la même situation dans les autres pays? Ce qui se passe au Sénégal, le constat que nous avons fait tout à l'heure. En termes d'entrepreneuriat, d'esprit d'entrepreneuriat, oui, bien sûr, je connais un peu la sous-région. Moi, je suis originaire du Burkina Faso, je connais un peu la Côte d'Ivoire, le Mali. Et, je peux dire que c'est la même chose, tout le monde se bat. C'est le même état d'esprit, surtout au niveau de l'Afrique francophone. Parce que, comme le disait Alassane il y a un instant, nous on pense que celui qui fait l'entrepreneuriat, c'est celui qui a échoué. Et c'est ça qu'il faut arriver à échanger. Vous allez dans certains pays anglophones, quelqu'un a un master, il fait une activité qui lui réussit très bien. Et chez nous, si vous arrivez ici, mais j'ai pas besoin de faire un master pour être couturier, pour être tailleur, etc. Donc c'est cet esprit-là qu'il faut changer et je pense que ayant hérité d'une certaine culture par rapport à la colonisation, la plupart des pays francophones d'Afrique au sud du Sahara, par rapport à la jeunesse, se trouvent dans cette situation. Mais il y a un travail qui se fait depuis une dizaine d'années qui consiste effectivement à changer ce paradigme-là pour permettre aux jeunes de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est une voie de réussite et qu'on est fier d'entreprendre quelque chose, de pouvoir voler de nos propres ailes, que de pouvoir dire non, je veux forcément travailler dans un bureau, etc. Et les gouvernements l'ont compris, bien sûr. Ils mettent en place des structures pour essayer effectivement d'encourager les jeunes à l'auto-employabilité, à l'entrepreneuriat. Dès le départ, vous avez abordé un point important et je vais vous partager la question. C'est la discipline financière à avoir pour mener à bien son projet. Je vais commencer par Alassane. Vous l'avez dit, au départ, vous aviez un investissement de 10 millions à faire, si je ne m'abuse, mais vous avez commencé sur fonds propres, un fonds qui était peut-être loin des 10 millions. Comment vous vous êtes organisé pour parvenir à mettre sur pied votre projet? Oui, très difficile. On a essayé de mutualiser déjà nos moyens et puis on a aussi fusionné nos carnets d'adresses parce que on a un petit vécu aussi et on a essayé aussi de trouver d'autres solutions par rapport à ce que nous avons au quotidien avec nos familles, avec nos quelques amis et quelque chose comme ça, parce qu'on y croyait, c'est-à-dire jusque-là on y croit, on croit que ce qu'on a monté là, ça va réussir et nous, dans quelques années, tout le monde va en entendre parler et c'est avec cet esprit-là que nous avançons à chaque fois, que ce soit dans le domaine de l'informatique, que ce soit dans le domaine de l'agrobusiness et dans d'autres domaines, parce que je vais en profiter pour parler de cela. Les gens croient que quand on parle d'entrepreneuriat, c'est tout simplement agriculture, c'est tout simplement les métiers comme couture, aviculture ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas ça, parce qu'on peut avoir, par exemple, une formation. Il y a un très grand marché de BTP actuellement au Sénégal et en Afrique. Il y a un très grand marché dans le domaine du numérique. Il y a un très grand marché même dans le domaine des médias. Il y a un très grand marché et on voit aussi une évolution par rapport à ça. Donc tout simplement pour une parenthèse par rapport à ça, mais pour vous dire que c'était pas facile. Mais on a mobilisé nos moyens, et en plus on a essayé d'évoluer un peu aussi par rapport à nos revenus. On a essayé d'investir encore plus et jusque-là, on continue à investir sans pour autant aussi, parce que c'est très important quand on collabore avec des gens, il faut aussi que vous ayez le même état d'esprit, hein, que les gens ne soient pas trop matérialistes, parce que ça peut faire basculer le business. La même question par rapport à la discipline financière. Vous savez, la discipline financière, elle s'acquiert très tôt, à la maison. Qu'est-ce que vous faites avec votre argent de poche, avec votre salaire, les revenus que vous avez?
On pense qu'il faut attendre de commencer à créer une entreprise pour apprendre à gérer de l'argent. La discipline financière, c'est la gestion des revenus que nous avons. Et nous avons commencé à avoir des revenus étant tout petit, l'argent de poche, à la maison, on commence à travailler, comment on gère nos salaires. La première entreprise, c'est la famille. Tout ce qu'on apprend à l'école, là, en famille, il y a du marketing, il y a des ressources humaines, il y a de la finance, il y a de la production, il y a de la gestion du stock, il y a du leadership. Pour moi, la famille est un exemple d'une entreprise qu'il faut savoir gérer. Quand on est chef d'entreprise, par exemple, on est chef de famille. Pour moi, un chef de famille, en fonction de la taille de la famille, bien sûr, c'est un chef d'entreprise. Il doit éduquer des enfants. Il doit assurer le revenu quotidien. Il doit se battre pour assurer l'avenir de ses enfants. C'est une entreprise, une famille. Donc, l'éducation que nous avons reçue par rapport à l'argent, notre attitude par rapport à l'argent, ça nous suit quand on commence à démarrer une entreprise. Et donc, la culture financière, elle doit s'inculquer très tôt, dès le bas âge, en réalité. Et ça fait partie de la personnalité et du leadership, la rigueur financière. Et si aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne survivent pas leur 5e année, là, c'est parce qu'effectivement, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, il y a un problème de rigueur financière. Et je ne vous dis pas que ça va bien au-delà. Au niveau des ministères, au niveau etc., il y a une culture financière qu'il faut avoir. Et ça s'acquiert dès le début. Donc pour moi, au niveau de l'entrepreneuriat, la culture financière, ce n'est qu'une étape, en fait, ce n'est qu'un maillon de toute une chaîne de culture financière qu'il faut avoir pour que nos familles se portent mieux, pour que nos entreprises se portent mieux, pour que nos pays se portent mieux et pour que le monde se porte mieux. Mais on commence d'abord à comprendre au niveau de sa sphère. Comment je gère mon argent? Je viens de commencer une entreprise avec 10 000 francs, avec 15 000 francs. Je dois comprendre à quoi ça doit me servir. Quand on me demande de financer, on me donne de l'argent par exemple. Comment est-ce que je dois utiliser cet argent-là pour le fructifier avec une certaine rigueur financière? Aujourd'hui, l'entrepreneuriat des jeunes en général, c'est on veut au bout de la 2e ou la 3e année rouler dans des voitures rutilantes, acheter le dernier iPhone qu'il y a existe sur le marché, etc. Ça, c'est pas de l'entrepreneuriat. En fait, c'est que je fais quelque chose le temps d'avoir de l'argent et puis je l'achète, ça, effectivement. Mais quand on a une vision long terme, on se dit, attention, si je te donne 100 francs aujourd'hui, je reviens dans 2 mois, je te dis, comment est-ce que tu as pu fructifier ces 100 francs en 200 ? Ce n'est rien d'autre que ça. Et par où tu es passé pour transformer les 100 francs d'aujourd'hui là, en 200 francs ou en 300 francs dans 3 mois. Avec quelle rigueur financière, avec quels outils, d'accord ? Avec quel ami tu as utilisé, etc. Et donc, c'est de manière très simple. C'est ça la rigueur financière et c'est ça la culture financière que nous devons développer partout, mais surtout aussi au niveau de l'entrepreneuriat. Autre des 3 points importants que vous avez énumérés au départ, l'état d'esprit. On peut commencer, comme vous l'avez dit, avoir besoin de 10 millions, n'avoir qu'1 million, ou bien commencer sur un échec, enchaîner avec un autre. Quel état d'esprit le jeune doit-il avoir pour surmonter ces échecs du départ et enfin mettre sur pied son projet? Oui, merci beaucoup Guy. Donc, tantôt on a parlé de culture entrepreneuriale. C'est-à-dire, quand on disait que tout le monde ne peut pas du jour au lendemain être entrepreneur, c'est parce qu'il y a un travail préparatoire à faire aussi. Parce que il y a des caractères que doit avoir un entrepreneur. Surtout, tantôt il a parlé d'optimisme. L'entrepreneur, il doit être optimiste. Il doit être fort mentalement, avoir un état d'esprit fort, mais aussi l'entrepreneur doit être quelqu'un, par exemple, qui mesure bien ses besoins. Parce que on est dans des États qui ne sont pas très développés. Souvent, on est dans des quartiers ou bien des régions qui ne sont pas très développées. Et c'est très difficile de tenir un business et d'avoir, par exemple, d'autres problèmes à régler au quotidien, les problèmes de papa, les problèmes de maman, les problèmes de nos amis, et se concentrer typiquement sur notre projet
et essayer de développer ce projet-là sans pour autant régler ces autres problèmes-là. Donc il faut avoir un bon mental. Il y a aussi les enjeux aussi du marché, parce que souvent j'ai un ami qui a eu un projet avec dans le domaine de l'aviculture. Il me dit boy, mon projet je l'ai depuis 2 ans, mais j'arrive pas à faire des bénéfices et même je perds mon investissement parce que tout simplement les gens viennent prendre ça, c'est des gens qui font partie de ma famille ou bien de mes amis qui prennent ça mais qui ne payent pas. Absence de rigueur. Absence de rigueur. Je lui dis, il faut que tu sois un peu plus préparé parce que tu t'es lancé dans le domaine sans pour autant étudier le marché. Parce que le marché, ce sont tes amis, ta famille, ce sont les gens qui sont autour de toi, les gens à qui tu vas vendre ton produit. Donc, il faut essayer d'étudier tout ça. Mais ce n'est pas avoir de l'argent, savoir où on achète des poussins, etc. et investir pour ensuite dire que je vais réussir. Tu ne vas pas réussir. C'est pas ça. Donc, il faut avoir un bon mental, il faut être optimiste, il faut avoir aussi une culture financière, une bonne culture financière, mais aussi limiter ses besoins. Voilà. Nous allons rester avec la culture entrepreneuriale. On l'a évoqué tout à l'heure également, Alassane l'a rappelé. Alors, comment développer cette culture entrepreneuriale? Il faut commencer déjà par s'inspirer de ceux qui entreprennent, des bonnes pratiques, de comment ils font pour réussir, mais aussi surtout d'apprendre de leurs échecs, parce que vous ne trouverez pas d'entrepreneur qui vous dira qu'il n'a pas échoué une fois sur le chemin de sa réussite, de la réussite. Donc ce qui est important, c'est de savoir qu'il y aura des obstacles et s'armer. Qui voyage loin ménage sa monture. Et l'entrepreneuriat, c'est un voyage sans destination, je vais dire, parce que au fur et à mesure qu'on bouge, il y a des obstacles, le marché s'agrandit, on diversifie, on renaît, on se recrée. Effectivement, c'est ce voyage-là qu'il faut avoir. Maintenant, il y a des étapes. Donc, pour créer cette culture entrepreneuriale, la formation est importante. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, culture financière, il faut commencer dès le bas âge. L'entrepreneuriat aussi, quand vous prenez notre système éducatif, à partir de quand est-ce qu'on commence à inculquer l'entreprise ou l'esprit d'entrepreneuriat? Pratiquement après le secondaire. Il y a un pays voisin, enfin pas trop voisin que ça, qui a commencé à, n'est-ce pas, introduire dans les curricula au niveau du primaire et au niveau du secondaire l'esprit d'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui se cultive, c'est comme un arbre en fait. Ne vous attendez pas à ce qu'il grandisse du jour au lendemain, mais il faut le nourrir, il faut l'arroser petit à petit, de telle sorte qu'au moment où le jeune devient mature, en terminale ou post-bac, qu'il puisse comprendre en fait comment ça se passe. C'est un exemple à suivre également dans nos pays. Quel exemple? L'exemple que vous venez de nous donner avec dans ce pays limitrophe où on enseigne à l'école primaire par exemple la culture entrepreneuriale. Est-ce que nos pays comme le Sénégal ici, on doit faire pareil? Oui, je pense. C'est ce que le groupe ISM a compris. Nous avons commencé à enseigner l'entrepreneuriat, en tout cas à sensibiliser les jeunes sur l'entrepreneuriat. Au niveau de la deuxième année, ils arrivent. D'abord, de la première année, ils arrivent, on leur fait découvrir le monde de l'entreprise par des activités de recherche, action terrain encadrée, action de recherche aussi encadrée. En deuxième année, on leur dit, écoutez, nous vous formons pour aller travailler en entreprise, mais nous préférons vous former aussi pour que demain vous puissiez être créateur d'entreprise. Donc, commencez déjà à réfléchir sur les entreprises que vous pouvez créer. Et donc, en groupe de 4 ou en groupe de 5, ils commencent à réfléchir. C'est ce que nous appelle les Junior Business Achievement. Et ils font des expositions. Nous avons un pôle important entrepreneuriat au niveau de la licence qui fait ce travail-là. Et puis, en troisième année, effectivement, au lieu de soutenir un mémoire classique avec des recherches fondamentales comme dans d'autres structures, on dit présenter un projet. D'accord? Si vous avez une population de 10 000 étudiants et que vous avez 10 000 projets, vous avez par exemple 5 000 projets, si par exemple 5% de cette population-là sortent avec des entreprises viables, c'est autant d'emplois créés, effectivement. Donc du coup, nous encourageons nous essayons de semer cette culture entrepreneuriale au niveau de la deuxième année, la troisième année. Et ce programme-là, effectivement, MBA en entrepreneuriat, vient renforcer
ce parcours déjà depuis la deuxième année. Autre chose que vous êtes en train de promouvoir, c'est le numérique. Le directeur général l'a dit, c'est l'avenir dans beaucoup de domaines. Dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'on peut parler d'e-entrepreneur? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer l'entrepreneuriat sans les nouvelles technologies. Il faut dire qu'il est difficile d'imaginer un secteur d'activité sans les nouvelles technologies. De l'agriculture aux énergies renouvelables, en passant par le recyclage, l'énergie, l'informatique est aujourd'hui transversale. Donc, c'est un outil qui peut permettre à plusieurs secteurs d'activité de rattraper un certain nombre de retards, mais aussi d'améliorer les performances et les outils. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un e-entrepreneur? C'est quelqu'un, par exemple, qui, dans son mode de fonctionnement, a des outils informatiques qu'il utilise effectivement. Vous avez des entreprises, aujourd'hui, on n'a pas besoin de bureau. Les entreprises dans un sac, dans un cartable, et tout se fait avec le numérique, etc. Vous avez des gens qui, derrière leur écran à la maison, font énormément d'argent. Tout ça, c'est par rapport à l'informatique. Mais il faut que nous puissions, nous, Africains, nous, jeunes Africains, adapter ça à nos réalités et à nos besoins. Comment, par exemple? Vous avez des drones aujourd'hui, par exemple. Nous sommes dans des régions souvent enclavées, d'accord? Le petit hameau, très loin, il n'y a pas de route pour y aller, par exemple. Et vous avez des initiatives comme ça qui permettent d'avoir le drone, de transporter des vivres, de transporter des poches sanguines vers les zones reculées pour soigner des malades. L'expérience, par exemple, d'une entreprise au Kenya. Au niveau de l'agriculture, aujourd'hui, avec la pluviométrie, on peut utiliser les nouvelles technologies pour aider nos paysans à améliorer leur production, leur rentabilité, leur rendement. Effectivement, le jeune aujourd'hui, quand il pense entreprise, il doit comprendre quelle sera la valeur ajoutée de la partie informatique dans son entreprise. Que ce soit une entreprise agroalimentaire, que ce soit dans les BTP, que ce soit dans l'éducation, etc. Aujourd'hui, nous sommes dans le secteur de l'éducation. De plus en plus, on parle de e-learning, par exemple. Ça, c'est vraiment l'apport du numérique dans l'amélioration, effectivement, et dans comment est-ce que cela a changé les formes d'apprentissage et les formes d'enseignement aussi de nos étudiants. Donc, effectivement, le numérique, il est transverse. Et dans tous les secteurs, il est présent. Donc aujourd'hui, quand je suis entrepreneur, d'ailleurs dans ce programme-là, quand on demande les critères d'admission, on se demande est-ce que vous savez utiliser un ordinateur? Vous voyez? Et même si je ne suis pas entrepreneur, c'est une exigence aujourd'hui par exemple. L'analphabétisme a changé de définition. Il y avait 20 ans, on disait que c'est quelqu'un qui ne savait ni lire, ni écrire, ni compter. Aujourd'hui, les langues et l'informatique, pour réussir dans le monde, il faut les intégrer, quel que soit ce qu'on fait. Et donc, l'entrepreneur en a besoin, effectivement, et il doit pouvoir transformer, effectivement, en créant de la valeur, en utilisant l'informatique comme outil. Nous avons un e-entrepreneur avec nous, Alassane Baye. Alors, Alassane, votre avis par rapport à la question posée tout à l'heure par Seydina Abagaye? Et surtout, comment vous avez intégré le numérique? Absolument, dans votre le numérique. business. Bon, l'informatique, c'est un peu réducteur quand même. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se développer actuellement, surtout en Afrique. Parce que, comme M. Ouedraogo l'a dit tantôt, c'est-à-dire l'analphabète d'aujourd'hui, c'est celui qui ne maîtrise pas l'informatique. On a remarqué aussi que si vous allez sur Facebook, dans les réseaux sociaux, etc., il y a de plus en plus le développement des e-entreprises. Il y a souvent des entreprises qui n'existent pas, qui n'existent que dans le numérique, et les gens ils font de très grandes choses en tout cas par rapport à ça. Si vous voyez le développement, par exemple, des centres commerciaux, les centres commerciaux numériques, vous allez voir que la chose est en train de se développer. Et les gens, généralement, par exemple, qui n'ont pas de moyens pour investir dans un business,
que ce soit louer un local ou bien acheter des terres pour investir ou quelque chose comme ça, ces gens-là vont par exemple sur Facebook ou bien vont sur Instagram ou autre, ils vont créer leur page, essayer de développer leur business et on voit que de plus en plus ces gens-là, leur business commence à se développer et ils continuent à avoir des clients mais aussi à développer leur chiffre d'affaires. Nous aussi, on est dans le domaine, on aide même les startups à avoir une bonne technique d'infogérance en tout cas. Donc nous proposons même ça aux grandes entreprises et autres parce que nous sommes dans le domaine et c'est un domaine par exemple qui peut beaucoup aider les entrepreneurs en tout cas. Voilà, ça peut beaucoup aider les entrepreneurs. Par exemple, moi mes activités agricoles, j'ai créé Rio International Farm qui est une ferme agricole intégrée. Où l'on fait de l'embauche, du maraîchage, horticulture, etc. On fait tout ça, mais aussi de la transformation des produits issus de l'agriculture, souvent, la transformation même des légumes que nous mangeons. Mais pour avoir juste un aperçu du marché, j'ai lancé la structure dans le net et j'ai attendu pour voir quelles seront les réactions des uns et des autres. Et il y a eu un impact très positif et alhamdoulilah, actuellement je suis en train de développer ça de plus en plus et là les activités sont en train de se dérouler normalement. Même dans le cadre de nos activités au Master Company, tout ce que nous le faisons dans le numérique. Nous interdisons même parfois que les gens qui viennent faire des formations, nous les interdisons même d'utiliser le papier. Parce que souvent on utilise soit le téléphone, soit on utilise l'ordinateur, etc. Parce que l'ordinateur se fait de plus en plus moins nécessaire. De moins en moins nécessaire. Parce que souvent avec les smartphones, c'est comme des ordinateurs. On peut tout faire avec. On peut même rédiger un projet avec son smartphone. Donc, il y a des évolutions qui sont en train de se remarquer, en tout cas. Et les Sénégalais sont en train aussi de bien s'approprier le numérique, quoi. Vous suivez donc votre émission Pencum Ndaw sur iRadio et ITV. Nous sommes dans la dernière partie, Seydina Abagay. Pour rappel, nous recevons Alassane Mbaye, entrepreneur, coordinateur de Give One Project Rufisque, et Drissa Ouedraogo, responsable du programme MBA Entrepreneuriat au groupe ISM. Oui, Migi Maram Ndiaye, vous l'avez dit, on est dans la dernière partie et on parle de la place du numérique dans l'entrepreneuriat. Il y a une autre place, la maîtrise de soi. C'est ce avec quoi vous avez démarré et c'est la dernière question que l'on vous pose. On entend souvent le développement personnel dans le planning des cours des étudiants. Est-ce que le développement personnel est partie intégrante de la maîtrise de soi ou vice-versa? Expliquez aux auditeurs qui vous écoutent. Merci. Vous avez l'estime de soi. On a un physique, une physionomie, on a un esprit, on grandit dans un environnement. L'acceptation de ce qu'on est, l'estime de soi en tant qu'être humain parmi des milliards d'autres, c'est important pour nous affirmer. L'estime de soi, on commence par ça. Qui vous êtes, qui nous sommes, est-ce que nous acceptons ce que nous sommes? Nous avons des qualités différentes. Nous avons notre ADN. Soyons fiers de ce que nous sommes et effectivement, on apprend qui que ce soit, entrepreneur, jeune, politique, etc. Ça commence d'abord par l'estime de soi et de porter fièrement son nom, son estime de soi. Après l'estime de soi, vous avez ensuite l'affirmation de soi. C'est l'estime de soi qui vous permet de vous affirmer par rapport aux autres, de dire que vous existez. Voici mes idées, voici comment je vois le monde. Mais je ne peux pas défendre la façon dont je vois le monde, je peux défendre mes idées si je n'ai pas moi-même cette estime de soi-là. D'accord? Et c'est en s'affirmant par rapport aux autres qu'on gagne ensuite en confiance en soi. Donc, c'est des notions fondamentales qui permettent à tout un individu de se développer. Et c'est l'ensemble de tout ça, des techniques qui permettent d'avoir tout ça, qu'on appelle le développement personnel. Et qui s'apprend, bien sûr, avec certains mécanismes, avec des cours, etc.
Donc l'estime de soi, l'affirmation de soi et ensuite la confiance en soi ou la confiance. On voit que certaines startups, certaines entreprises mobilisent beaucoup de personnes au départ, mais après il y a une implosion. Peut-être qu'il y a des caractères qui ne se supportent pas, ou comment expliquez-vous cela? C'est la gestion des hommes, c'est la psychologie. L'homme est un être difficilement maîtrisable. Mais ce que nous on dit aux entrepreneurs ou dans la vie en général, vous savez, moi j'aime toujours à dire que ce qu'on apprend à l'école, dans une business school, c'est le prolongement de ce qu'on devrait apprendre chez soi à la maison. Quand on dit qu'il faut savoir choisir ses collaborateurs, je suis un entrepreneur, je dois choisir mes collaborateurs, mais comment je choisis mes amis? Vous avez des amis. Quels sont les critères du choix de vos amis? Tout le monde n'est pas votre ami. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ce sont des prolongements. C'est pourquoi on travaille sur l'homme, en fait. D'accord? Donc, et les critères évaluent. Je suis entrepreneur aujourd'hui. Je sais qu'Alassane a des collaborateurs. Ils travaillent ensemble. Ça crée une certaine synergie. Il y a ce qu'on appelle le processus de formation d'un groupe. Forcément, il y aura des conflits au départ. Mais il faut passer d'un groupe à une équipe centrée sur un projet et la réalisation de ce projet-là où nous tous, on croit en la même chose. Et on se donne pour arriver à cet objectif-là. Donc, effectivement, si, pour revenir à votre question, certaines entreprises implosent, c'est parce que c'est lié à une gestion d'équipe. Il y a certains qui vont se dire, on a cheminé, après une année, on va faire chemin séparé parce qu'on n'est plus en phase sur le projet, on n'a plus la même vision de la gestion du projet, etc. Mais je pense que ce sont des parcours qui sont même inhérents même au processus d'apprentissage de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est difficile de gérer les hommes, mais ça s'apprend aussi la gestion des hommes, la gestion des amis, la gestion de nos amis dans la vie de tous les jours. En entreprise, c'est pareil. Et les entrepreneurs doivent pouvoir choisir des personnes. Et quand on dit choisir, c'est difficile. Mais il faut pouvoir s'entourer de personnes qui croient en votre projet, avec des ressources et des compétences complémentaires, qui tous mis ensemble vont arriver à la réalisation, n'est-ce pas, de ce projet-là. Et c'est du quotidien, en fait. Les dits, les non-dits, effectivement, sont extrêmement importants. Vous voyez, dans la vie en général, ce qui est caché est plus important que ce qui ne l'est pas, effectivement. Et donc, il faut arriver à gérer les susceptibilités, mais il y a des règles aussi. Vous voyez, il faut savoir établir des règles, que tous, de manière inclusive, on respecte un certain nombre de règles. Et puis, c'est notre boussole à nous tous. Et quand il y a quelqu'un qui veut sortir, n'est-ce pas, des rails, qu'il y a une solidarité de groupe pour le ramener, effectivement, et non pas le pousser à partir. Et donc, ce sont des situations complexes, mais il y va de la vie de l'entrepreneuriat et des entreprises aussi. Merci. Donc, nous sommes à la fin donc, de cette émission. La dernière question à Alassane Mbaye. On a évoqué tout à l'heure les obstacles. Alors, est-ce qu'on peut savoir les défis à relever très rapidement, 2 minutes? Oui, il y a beaucoup de défis à relever, surtout aussi au Sénégal. Parce qu'on a noté une inadéquation, en tout cas, entre les formations qui sont offertes et la demande. Il y a une certaine inadéquation, et tantôt j'ai parlé aussi d'accompagnement de ces jeunes, parce que tantôt M. Diouf l'a dit, il a dit que nous n'apprenons pas l'entrepreneuriat, on forme des entrepreneurs. Il faut former des entrepreneurs, mais aussi les accompagner jusqu'à la réussite. C'est très important. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Les jeunes sont en train de se mobiliser pour créer des bootcamps de formation. Il y a des réseaux aussi qui sont en train de se développer, comme le RAPEA, Réseau africain pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Il y a aussi d'autres structures
parce que nous avons eu à travailler avec la FAO dans le cadre du modèle d'insertion des jeunes agripreneurs. Ça rentre dans le cadre de l'insertion des jeunes, mais aussi de leur formation, mais aussi surtout de leur accompagnement, incubation et autres. D'accord. Il y a d'autres structures qui forment des jeunes, quasiment, par exemple l'État forme beaucoup de jeunes, mais le problème se trouve au niveau de l'accompagnement. Parce que si nous voyons par exemple le PSJ, j'ai fait mon diplôme supérieur d'entrepreneur manager là, mais souvent on forme beaucoup de gens avec des professeurs de qualité, mais le problème c'est l'accompagnement de ces jeunes-là. D'accord. On les forme, on les prépare, mais il y a un problème d'accompagnement de ces jeunes-là. Je pense que c'est le plus grand défi à relever aujourd'hui, parce qu'il y a la volonté, il y a tout, mais il y a juste un besoin d'accompagnement, pousser les jeunes à aller de l'avant. D'accord. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Merci également à Alassane Mbaye, Seydina Abagay. Merci à Serigne Saliou Dème. C'est la fin de votre émission Pencum Ndaw Ñi. Rendez-vous est pris pour le mercredi prochain. Serigne Saliou Dème était à la technique, Seydina Abagay et Migui Maram Ndiaye à la présentation. Dans la première partie, nous avons accueilli M. Abdou Diouf, directeur général du groupe ISM, accompagné de M. Driss Ouedraogo, responsable du programme MBA Entrepreneuriat. Ce dernier a continué l'émission avec nous en compagnie de Alassane Mbaye, jeune entrepreneur et coordonnateur de Give One Project Rufisque. C'était une émission intéressante, Migui, sur l'entrepreneuriat, et nous donnons rendez-vous aux auditeurs d'e-radio et aux téléspectateurs d'e-TV le mercredi prochain pour une émission encore plus intéressante. Merci de rester fidèle au programme d'e-radio. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-radio 90